Masques, eh ben nous on a des témoignages d'orthophonistes qui nous disent de semaine en semaine, ils reconnaissent plus un éléphant d'un lapin. Puis la semaine d'après, ils savent plus ce que c'est qu'une carotte. Pareil, vous avez des enfants en crèche qui sont avec des tatas masqués toute la journée, qui n'ont pas le droit de les toucher. Relisez Cyrulnik et les orphelinats de Roumanie, c'est ce qu'on est en train de faire à nos enfants. Ils n'arrivent plus à apprendre à parler, ils n'arrivent plus à associer les phonèmes avec l'articulé avec les émotions. On est en train de devenir fous. On a bombardé des villes. Aujourd'hui, il y a des centaines, il y a des millions de personnes qui vont perdre leur emploi. Il va y avoir une précarisation massive de la société. On est juste en train de détruire l'Occident, mais vraiment. Je pense vraiment que les gens ne mesurent pas à ce stade à quel point les impacts vont être cumulatifs. Et au motif de préserver d'un mal, on est en train de générer des dégâts qui vont être 100 fois pires, littéralement. Sans oublier les dégâts psychologiques difficilement mesurables et dont l'apparition de nouveaux mots peuvent être un premier signe. Cas contact. Cas contact, ça veut dire ? Ça veut dire qu'elle a été exposée à quelqu'un qui a eu un test positif à la cantine. Et donc, j'ai été prévenu hier qu'elle ne pouvait pas retourner à l'école. Et donc, on est obligé d'aller la faire tester en toute sécurité. C'est une obligation ? C'est une obligation de l'école, sinon elle ne peut pas rentrer à l'école. D'accord. Et vous vous sentez comment ? Je me sens bien. Oui. Le test PCR a été dévoyé. Une des choses qui va de pair avec cela est un nombre inconnu mais probablement assez élevé de tests positifs qui sont faux. À chaque fois que le gouvernement arrivait dans une ville avec leur bus et tout leur matériel de test, on se disait « Oh non, ils vont mettre la ville en quarantaine ». Je sais de source sûre que le taux de faux positifs est 20 fois plus élevé. Je pense qu'en Grande-Bretagne, 95% des échantillons positifs répertoriés dans les médias et annoncés au peuple britannique pendant 4 mois étaient de faux positifs. Ils ont inventé ça pour nous maintenir effrayés. Pourquoi ils feraient ça ? Je ne sais pas. Je sais pas vraiment. Je n'aime pas penser à une sorte de conspiration, mais quelqu'un m'a dit l'autre jour, tu peux pas te tromper à ce point-là pendant si longtemps si tu n'en as pas l'intention. Où sommes-nous ? La santé comme un prétexte à la soumission, j'ai du mal à lire le scénario. Je m'enfonce dans un taxi, les chauffeurs sont de véritables décodeurs. Au début, c'était la peur, parce qu'on a tout fait pour nous faire peur, et parce qu'on ne connaissait pas. J'ai voulu réfléchir à la question, mais c'était compliqué, parce qu'un jour on nous disait oui, un jour on nous disait non. On nous a pris pour des enfants. Mais on n'est pas des enfants. Chaque personne réfléchit à sa façon, chacun sa façon de voir les choses. Une fois, il y avait une femme qui pleurait, mais vraiment qui pleurait énormément. Je me suis senti mal parce que sa fille avait le coronavirus. On ne pouvait rien lui donner, rien. Moi, j'ai travaillé pendant le confinement. Les femmes des aides-soignants dans les EHPAD, elles n'avaient même pas de Charlotte, monsieur. Les Charlottes, elles n'avaient même pas de blouse. Attends, on est où ? On est au Sri Lanka. J'ai même été ausculter des confrères à leur domicile, armés de gants MAPA parce qu'on n'avait pas de gants, de caouet parce qu'on n'avait pas de surblouse, etc. Et qu'à l'époque, on ne savait pas très bien ce qui allait se passer. Les infirmières, il y en a une, elle m'a dit, elle a pris un sac poubelle, monsieur, pour faire une blouse, un sac poubelle. Mes 2 confrères précédents tombent gravement malades. Je dois les remplacer au pied levé. Maladie nouvelle, pas de traitement prouvé. Une mortalité hospitalière avec des patients à risque qui s'approchent entre 20 et 30%. Donc une mortalité très importante. Il y a un homme qui connaît bien les procédures en cas d'épidémie. Pendant 20 ans, il a géré ces situations de crise. Il a encore du mal à réaliser où nous en sommes arrivés. À partir de mars, j'ai commencé à me poser des questions, puis de plus en plus, et après j'ai vu que ça n'allait pas du tout, on n'avait pas de masque, on n'avait pas de test. Il y a des hauts fonctionnaires qui ont dit non, les masques ça sert à rien, ils ont tout mis à la poubelle. En fait, ils avaient une peur fantastique. Certains médecins m'ont dit, on va mourir. Une partie d'entre nous va mourir. On est en France, on fait des Rafales, on fait des TGV, on fait des centrales nucléaires. On fait des sacs Louis Vuitton, des sacs Hermès, et on n'arrive pas à fabriquer des masques en mouchoir. Un bout de mouchoir avec 2 élastiques. On attend que 3 mois que les Chinois nous les envoient, qu'on achète en plus à un prix d'or. Oh.
Le coronavirus a un sacré concurrent, le virus de la peur. Il a été de loin le plus contagieux, il a été envoyé du plus haut sommet. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, oui. Le premier ennemi de la guerre, c'est la vérité. Et dès qu'un dirigeant utilise des métaphores guerrières, ça devrait vraiment nous mettre la puce à l'oreille, parce que c'est systématiquement annonciateur d'un abus d'autorité. Et ce que l'histoire récente montre, c'est qu'à chaque fois qu'on a passé des législations d'exception pour faire face à une menace de quelque chose contre quoi on était en guerre, ces législations ont perduré bien après, dans la durée. C'est une expression qui m'a fait frémir d'horreur quand je l'ai entendue, parce que ça n'a rien à voir. De toute manière, le virus n'est pas un ennemi. Nous cohabitons avec les virus depuis la nuit des temps, et le propre d'un virus, c'est de circuler. Donc on ne peut pas l'empêcher de circuler. Il faut apprendre à cohabiter avec. On ne peut pas exterminer un virus. Quand on ne sait pas, quand on avançait complètement dans le flou, personne ne savait rien nous dire. Effectivement, la peur nous fait appliquer à la lettre ce qu'on nous demande. Donc, pendant le pic de l'épidémie, j'étais la première, masque sur le nez. Il y a des patientes qui ne savent pas la tête que j'ai, qui m'ont vue pendant le confinement avec mon masque, qui m'ont jamais vue sans. Donc, c'est une politique de peur, un genre de terrorisme psychologique, de dire aux gens, c'est grave, c'est très grave, mettez les masques. J'ai pris le train à Bruxelles et qu'est-ce qui s'est passé ? J'arrive, le quai est pratiquement désert, il n'y a plus personne qui prend le Thalys. Or, il y a, entre Bruxelles et Paris, c'est comme un RER, il y a 22 trains par jour, c'est un train toutes les demi-heures. Qu'est-ce qu'on voit avec les restrictions de mouvement ? C'est qu'il n'y a plus personne qui prend le train et que quand on arrive sur le quai, on a des policiers en armes qui viennent vérifier si vous avez bien le masque et qui patrouillent dans le train. Alors que pour les attentats, il n'y avait aucune présence policière. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe et que ce Covid, oui, c'est un objet très singulier. Que vous écoutiez BFM, que vous écoutiez France Info, chaîne publique, chaîne privée, même pensée, même discours. La peur, la peur, la peur, on a peur, on a peur. Cachez-vous, votre voisin va vous contaminer, la contagion est là. Faites attention. Les corps sont menaçants, les visages doivent être cachés, masqués. Attention si on vous parle, si on vous tient un discours et qu'avec des postillons, attention à tout. Et donc, c'était inimaginable de vivre ça. Je ne pouvais pas imaginer que je le vivrais de mon vivant, franchement. Par exemple, dans l'armée, si tu perds une bataille, tu reviens en arrière. Tu l'étudies et tu dis « Ok, qu'est-ce qu'on a mal fait ?» Ce que nous n'avons pas compris, je pense, c'est que le coronavirus ne se développait pas très rapidement. D'une certaine manière, pour moi, la Suède a décidé autour de la mi-mars de ne pas intervenir. Et vous savez quoi ? J'ai beaucoup d'amis en Suède. J'étais nerveux, mais vous savez, il est devenu assez clair début avril qu'ils avaient pris la bonne décision. C'était une merveilleuse expérience. Les épidémies, elles surviennent souvent en hiver. Et on sait très bien que les virus grippaux, dont fait partie le coronavirus, sont des virus qui mutent et qui s'essoufflent avec le temps. Et donc, si on a une deuxième vague, ce ne sera pas une deuxième vague, ce sera une autre infection par un autre virus. Maintenant, ce que tout le monde aimerait savoir, c'est si vous laissez le virus infecter fortement un endroit, combien de gens vont mourir ? J'imagine qu'on a été très chanceux. Car sur le bateau de croisière Diamond Princess, qui a commencé à être très infecté autour peut-être de la 3e semaine de février, on a commencé à avoir des chiffres, et ces chiffres étaient très intéressants. Le bateau avait 3700 passagers. Un bateau, c'est très dense. La densité, avec la taille d'un bateau et le nombre de personnes qui y étaient, c'est 250 000 de personnes par kilomètre carré. C'est 40 fois plus dense que Hong Kong. Et Hong Kong, c'est un endroit très dangereux. Donc c'est vraiment très dense. Et sur ce bateau, environ 20% des gens étaient infectés. 700 personnes infectées. Et sur ces 700 personnes, 7 sont mortes. Si vous faites les mêmes calculs pour la Grande-Bretagne, vous obtenez 55 000 personnes. Et si vous le faites pour les États-Unis, vous avez 220 000 personnes. J'ai essayé de dire ça à Neil Ferguson, mais il n'a jamais répondu à mes emails. Mais j'avais raison, et il avait tort. Je suis beaucoup plus effrayé par mon gouvernement que je ne le suis par le virus. 10 fois plus. Et je ne me suis jamais senti comme ça avant. Il faut que nous comprenions tous
que nous sommes partis avec une vision de moyen et de long terme avec ce virus. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement septembre 2020 qui est en jeu, c'est l'ensemble de l'hiver 2020, c'est le printemps 2021. Ça va durer ? Ça va durer, ça va durer. Je me demande sur quoi il se base pour pouvoir énoncer avec certitude une affirmation pareille, parce que ça ne correspond à rien de connu. C'est une affirmation qui n'a absolument rien de scientifique. Toutes les épidémies qu'on connaît ont cette fameuse courbe en cloche, ça monte très vite, ça culmine, ça redescend et ça s'éteint. Ici, on a commencé à nous parler de l'hypothèse d'une deuxième vague, ça serait un scoop, ça serait une nouveauté absolue en termes d'épidémie mondiale. Alors, sauf à ce qu'il soit extrêmement clairvoyant par rapport à un phénomène totalement extraordinaire qui contredirait par hypothèse toute l'épidémiologie infectieuse, c'est effectivement très difficile de comprendre de quel point de vue il parle ou quelle réalité il décrit, hors, bien sûr, d'autres intentions qu'il pourrait éventuellement avoir. Examinons donc les chiffres. Au hit parade des épidémies les plus dangereuses depuis la Seconde Guerre mondiale, la Covid-19 arrive loin, derrière la variole, la rougeole, le VIH ou la grippe espagnole. La dernière à avoir fait paniquer nos élites remonte à 2009 avec le H1N1. Les sénateurs ont mené l'enquête sur la façon dont cette épidémie avait été gérée à l'époque. Ce qui a abouti à un rapport de 163 pages. Et apparemment, rien n'a changé. Dans leur rapport, les sénateurs montrent quasiment les mêmes mauvais chiffres de la peur brandis par l'OMS et relayés par tous les gouvernements du monde. On y parle de dramatisation, page 53. Une nouvelle pandémie est peut-être imminente. Tous les pays seront touchés. La maladie sera généralisée. Les fournitures médicales seront insuffisantes. Et le lien entre la peur de la population et les vaccins est aussi abordé. Mais la peur, une fois partagée, nécessite quelques petits arrangements avec la réalité. Les masques sont inutiles si vous n'êtes pas malade, si vous n'avez pas été personne contact proche de personnes malades. On ne doit pas acheter de masques et d'ailleurs on ne peut pas en acheter puisque nous avons donné des instructions aux officines de pharmacie pour qu'elles ne distribuent des masques que sur prescription médicale. Non, il n'y a pas de risque de pénurie. D'abord pour les masques dits chirurgicaux, les bleus un peu plissés. En fait, on a des stocks d'État qui ont été réalisés dans des mandatures précédentes. J'insiste. L'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Lorsqu'on n'est pas infecté par le virus, lorsqu'un médecin ne vous recommande pas de porter un masque, il ne faut pas en porter. Non, les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. Il n'y a pas de sens à porter ce masque lors des déplacements autorisés. La meilleure des protections, ce sont les gestes barrières. Les masques, c'est une bataille essentielle. Le gouvernement a fait toute la transparence et mobilisé depuis le premier jour et nous continuons d'avancer. Nous encouragerons effectivement le grand public, s'il le souhaite, à porter des masques, en particulier ces masques alternatifs qui sont en cours de production. D'abord, il n'y a aucune décision de recommandation de port du masque, ni obligatoire, ni recommandé, en tout cas à ce stade, pour la population générale. L'État, à partir du 11 mai, en lien avec les maires, devra permettre à chaque Français de se procurer un masque grand public. Pour les professions les plus exposées et pour certaines situations comme dans les transports en commun, son usage pourra devenir systématique. J'ai toujours plaidé pour l'accès au masque grand public. Le port du masque sera rendu obligatoire dans tous les transports. J'ai demandé à ce qu'on passe une étape au gouvernement et je souhaite que dans les prochaines semaines, on rende obligatoire le masque dans tous les lieux publics clos. On cherche les bons qualificatifs, c'est grave. C'est grave. On croirait à un numéro de Grand Guignol parce que ce qui est drôle, c'est que c'est les mêmes intervenants qui disent tout et son contraire à quelques semaines d'intervalle. Ça, c'est un objectif politique, ce n'est pas un objectif médical. Il y a quelques éléments vrais dans ce qui est dit là, mais dans une mauvaise foi, dans une espèce de jouissance à pouvoir imposer tout et son contraire, soit de priver les gens de ce qui pourrait par hypothèse être utile pour leur survie, soit de leur imposer des choses que rien ne justifie, et avec cette absence totale de scrupules ou de vergogne. J'ai l'impression qu'ils veulent donner l'impression qu'ils font le maximum pour se justifier de ne pas avoir fait quand il fallait. Et qui s'exonèrent du fait de rendre des comptes
quant aux décisions qu'ils ont prises. On a l'impression qu'ils ont toujours eu tout juste, sauf exceptionnellement, oui, parce que la perfection n'est pas de ce monde. Les médecins qui imposent les masques aux gens qui ne sont pas malades sont des gens foutres. Ce sont des médecins de Molière. C'est reprendre la fameuse pièce de Jules Romain, le docteur Knock, qui dit « Tout bien portant est un malade qui s'ignore ». C'est juste sidérant. Moi, je comprends pas. Moi qui ai quand même grandi à une époque où la politique avait un sens, alors ça a toujours été encombré toutes sortes de magouilles et de difficultés, mais il y avait quand même un sens de la parole donnée, il y avait un sens de là, je sais plus dans quel monde on est. Non, le rôle des médecins n'est pas de dire à la population « mettez un masque en plein été quand il fait 30 pour éviter la dissémination du virus ». Le masque ne sert à rien quand vous n'êtes pas malade. À Honfleur, le gouvernement peut être satisfait de ses administrés. Le virus de la peur a pris le dessus sur celui du virus chinois, débarqué sur nos côtes. Il fera sans doute plus de victimes à moyen et long terme, car derrière ce silence masqué, une violence invisible. On est dans une situation extrêmement violente, que les gens ne savent pas dire stop parce qu'ils sont sidérés, comme quand on vient de vivre un viol. On est sidéré, on ne peut plus bouger, on ne peut plus réfléchir. Et finalement, la population aujourd'hui, elle ne bouge pas, alors que beaucoup de gens sentent que c'est irrationnel ce qui se passe, c'est anormal, mais elle ne bouge pas à cause de ça et à cause des manipulations. La campagne antigrippale, elle commence le 13 octobre, comme chaque année. Ce qui n'empêche pas au ministre de la Santé de se sentir intouchable, malgré tous ces mensonges à répétition, et même si parfois, il les oublie derrière son masque. Par ailleurs, nous avons déjà les conclusions de l'épisode grippal dans l'hémisphère sud qui montrent que la grippe a été, retardée. Donc habituellement, elle intervient en France à partir du 20 décembre. Il y a des raisons de penser qu'elle interviendra encore plus tard. 2, elle a été faible. Masque, gestes barrières, enfin, surtout gestes barrières d'ailleurs, parce que le masque, les études montrent que ça marche pas trop là-dessus. Comment peut-on jouer autant la comédie devant 66 millions de personnes? D'où vient ce sentiment d'invulnérabilité? Après le masque, les chiffres, eux aussi ont été malmenés. 5423 cas confirmés. 1465 nouveaux cas. Une menace épidémique 127 morts. que nous ne connaissions pas. Surtout, restez chez 36 de plus en 24 heures. Ne sortez pas. Une situation extrêmement préoccupante. 208, 605, 114 000. C'est une épidémie très rapide. Coup d'arrêt, puissant, massif, brutal. Mortel pour des millions de personnes. La barre des 20 000 morts est franchie. Le nombre de victimes. Le plus lourd bilan en France, en Iran, en Espagne, New York, Kuala Lumpur. Nous devons donc poursuivre tous nos efforts. Officiellement, le virus du Covid aurait fait le 23 octobre 32 000 morts. Même les journalistes semblent perdus, c'est dire. Les morts de la grippe ont disparu, on les cherche. Comme par hasard, il n'y a pas eu de grippe cette année. Et puis, nous, on a surtout des témoignages de soignants, d'infirmières qui nous ont dit il fallait coder Covid, des choses qui n'étaient pas Covid. On a une incitation aujourd'hui à déclarer Covid, incitation financière. Donc, quand vous avez une consultation de médecin à 25 € théoriquement et que vous pouvez facturer 55 €, ne serait-ce que si vous mettez que c'est une consultation Covid. Donc ça, vous avez ce premier point. Et puis, si vous regardez la facturation hospitalière, si vous cotez Covid, vous pouvez passer de, en gros, 1 000 € à 4 000 € le séjour. Donc, il y a beaucoup de dysfonctionnements aujourd'hui. D'ailleurs, moi, dans mon cabinet, toutes les personnes que je vois qui présentent des rhinopharyngites, que j'aurais étiqueté rhinopharyngites les années précédentes, je les étiquette et on les étiquette Covid. La Covid a donc fait flamber les prix de la consultation, 55 €, à charge pour le médecin de balancer le nom de son patient et de ses contacts. Au mensonge efficace s'ajoute la délation rémunératrice. La Sécu trinque, avec un déficit de 44 milliards cette année, contre 6 en 2019. Que ne ferait-on pas pour sauver de la mort nos anciens? À supposer qu'il y ait une vraie enquête qui soit faite, si on arrive à des chiffres qui sont ridicules, à 10 000 morts ou même moins, qu'est-ce qui va se passer? Il y a beaucoup de pays qui sont en train de recompter les morts. Il faut réaliser qu'on a interdit les autopsies. Pour quelles raisons, là aussi? Instruction de l'OMS, etc. Ceux qui ont un peu bravé les choses sont les Allemands qui ont fait des séries d'autopsies et qui ont justement permis de mieux comprendre ce qui se passait. Les Italiens aussi, je crois. Le ministère, il les avait prohibés initialement, mais certains hôpitaux universitaires, ils ont
tout de même fait des autopsies. Et là, on a vu que beaucoup de malades qu'on pensait qu'ils étaient morts pour insuffisance respiratoria, pour un défait